Caïssa, une autre figure de la période. En fait, je les ai rencontrés tous dans ces débats-là, hein. Saint-Étienne, etc. Tous les débats dont elle parlait, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Une autre figure de la période, une autre personne qui n'a pas arrêté de marcher depuis 30 ans, pas forcément en faisant toujours les mêmes choix que ceux qui sont là réunis. C'est quoi les étapes de ta prise de conscience et c'est quoi la marche? Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je ne reviendrai pas juste à un propos préliminaire sur cette commémoration qui est devenue, je dirais, tellement lourde à porter que c'en est suspect. On a l'impression que c'est une commémoration qui arrive de l'extérieur et qui distribue de l'argent parce qu'on a le sentiment que le pouvoir politique n'a rien d'autre à nous offrir. Et je voudrais commencer en vous parlant du résultat du rapport Meshmash-Paquet qui avait été commandé par le ministre de la Ville sur la participation des habitants, éventuellement le pouvoir des habitants. Certains d'entre vous ont dû le lire dans la presse, la montagne a accouché d'une souris. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de remettre en cause les pouvoirs des maires et les habitants seront associés de manière consultative. Pour vous dire que dans le panier de la mariée de la gauche revenue au pouvoir, il n'y a rien pour les quartiers. Rien de fondamental qui va transformer les choses, rien de particulier ni de monumental pour faire fi des discriminations au travail, rien sur le logement, rien sur le racisme ordinaire et rien contre l'échec scolaire. Ce rapport qui était attendu en pensant qu'ils avaient un projet politique quelconque en direction des banlieues, et bien ça fait pchit. Comme le projet concomitant sur l'histoire des mémoires des quartiers, comme si la problématique des gens des quartiers, c'est simplement de voir écrit leur histoire et leur mémoire. L'histoire et la mémoire des quartiers doivent être écrites et racontées, en même temps que l'histoire ouvrière de ces quartiers, hein, et elle doit être écrite et, je dirais, et instruite et enracinée par les principaux intéressés dans leur quartier. Donc c'est aussi un gadget pour nous occuper pour les années qui viennent. Pour revenir à la marche, dans le film de Rokhaya Diallo, il y a une jeune fille qui fait le parallèle en disant effectivement dans les quartiers noirs et puis avec le dernier assassinat de Trayvon où on voit des manifestations, on voit des gens qui se rassemblent, on voit des gens qui viennent d'une certaine manière demander des comptes à la société. Eh bien la marche de 83, elle se situe dans cette problématique. Elle se situe à un moment de l'histoire de France où le Parti communiste est en train de mourir, où le mouvement syndical est en train de piétiner, il n'est pas capable d'enrayer la fermeture des usines, il n'est pas capable d'enrayer la robotisation, il n'est pas capable d'enrayer les délocalisations. Et on voit les organisations antiracistes traditionnelles ne sont pas capables de prendre en charge la problématique des quartiers parce que tous ces mouvements d'éducation populaire, tous ces mouvements de conscientisation politique avaient une activité dans l'entreprise. On se formait politiquement, on devenait militant, on héritait d'une culture ouvrière à travers le travail, dans lequel, d'une certaine manière, on s'intégrait socialement et politiquement. Et au moment de l'arrivée de la gauche en 81, il y a toute une partie de la jeunesse d'origine immigrée dans les quartiers qui se trouve complètement orpheline, n'étant pas sur le lieu de travail, elle ne peut pas acquérir cette culture ouvrière qui permet de lutter comme l'ont fait nos pères, nos grands-pères, etc. Parce qu'ils sont... Cette histoire, elle commence depuis plus d'un siècle. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre de décolonisation, bataille dans les années 70 concernant le droit des immigrés, avec des batailles à l'intérieur des partis politiques, avec des batailles à l'intérieur du mouvement syndical pour acquérir des responsabilités, avec dans le mouvement syndical des exigences qui ne sont pas reconnues, par exemple la reconnaissance de la qualification professionnelle des OS. La marche, elle n'arrive pas comme ça de manière fortuite, et elle n'arrive pas de manière fortuite et de manière autonome. Personne n'est là pour reprendre toutes ces questions, et surtout, personne n'est là pour reprendre la question fondamentale, c'est que les jeunes sont ici, ils sont nés ici, ils sont français, et ils veulent ne pas être tués. Les crimes racistes ont toujours existé dans ce pays.
les ratonnades d'Arabes, que ce soit pendant la guerre d'Algérie, que ce soit à la fin de la guerre d'Algérie, que ce soit dans les années 73 ou en Corse quand on tuait les Marocains, ça a toujours existé. Mais l'assassinat de jeunes 15, 16, 17 et 18 ans prend une ampleur considérable dès les années 80. Rien que dans l'année 83, si mes souvenirs sont exacts, nous avons pratiquement 60 morts et 60 bavures dans l'année. Nous-mêmes, au collectif dont vient de parler Saleha, nous avons été confrontés, avant l'arrivée de la marche, à la mort d'un jeune homme qui s'appelait Moussa Mézog, dont l'assassin, il avait volé un blouson, le vigile l'a arrêté et l'a tué à bout touchant. Son assassin, donc le vigile, a pris 4 mois de prison et il est revenu, le radar d'Olivier Gargan l'a réembauché, donc on est allé occuper le radar d'Olivier Gargan. Dans le collectif, nous avons eu affaire aussi au meurtre d'Habib Grimzi, défenestré du train Bordeaux-Vatimille, qui a été un élément très important pour populariser la marche, qui est parti du quartier Montmousseau, suite à des émeutes en 81, des émeutes que nous allons connaître en 83, en 85 et les plus importantes en 2005. Donc on voit qu'il y a une continuité, et une continuité parce que les problèmes demeurent. La marche, elle arrive. Pourquoi elle réussit, la marche, en fait? Pourquoi ça marche? Parce que, et pourquoi nous la soutenons? En tout cas, pour moi personnellement. Nous la soutenons parce que ce sont des jeunes Arabes, ce sont des pauvres, des enfants de travailleurs, ok, et d'autre part, ce sont des gens des quartiers, c'est-à-dire que dans leur mouvement, ils englobent toute la problématique des quartiers et ils portent une revendication d'égalité qui est bien plus profonde que celle qu'on a perçue. Parce que remettre en cause les décisions de justice et de police, c'est reparler de ce qui est la justice sociale dans ce pays. L'égalité des droits, c'est pas simplement pour nous, c'est aussi de vouloir transformer en profondeur la société française. Et c'est pour ça que nous avons soutenu ces marches. Cette marche, c'est aussi le dernier mouvement de jeunes après 68, dirigé par des Arabes et d'origine populaire. Après, ce sera des mobilisations étudiantes et lycéennes. On ne retrouvera plus ce phénomène de masse de jeunes et de pauvres, entre guillemets, de classe populaire. Alors, cette marche, elle est partie un peu dans le silence. Elle a pris son envol, son essor, en tout cas, elle a été populaire dans les médias, et elle a reçu le soutien du Parti socialiste pour une raison très simple. C'est qu'en septembre 83, on voit le Front National qui fait des scores importants, et que se profilent les élections européennes en 84, que les discours de Defer et de Mauroy sur la lutte des ouvriers de Talbot, sur la manipulation de ces ouvriers par les chiites, choquent encore plus la jeunesse. Et que du coup, le Parti socialiste se dit, une partie du Parti socialiste se dit, il est temps de créer le Front républicain. Un mouvement antiraciste, c'est utile pour nous, parce que ça va pouvoir nous permettre de peser sur les prochaines élections municipales en diabolisant le Front National. Et cette marche de jeunes, elle va nous servir politiquement. Donc pour moi, je situerais presque la première récupération vers la fin de la marche. Okay, récupération et manipulation sur le thème du Front républicain qui va encore avoir lieu le 30 novembre en prévision des prochaines élections de 2014, comme si c'est nous qui étions responsables de la montée du Front National. Mais c'est quand la gauche se renie que le Front National monte. C'est qu'à chaque fois que la gauche a renié sa parole et ses engagements, le Front National n'a jamais été aussi haut. Et aussi bien les jeunes de la marche que les jeunes des quartiers, que le mouvement associatif ont toujours dit que ce n'étaient pas eux les fauteurs, je dirais les fauteurs et les responsables de la montée du Front National. C'est au contraire tous les pouvoirs politiques qui, parce qu'ils sont électoralistes, ont renoncé à leurs promesses. Par exemple, en 81, Mitterrand devait nous donner le droit de vote au niveau local. Il y renonce, parce que soi-disant la bataille sera trop dure. En 2012... La France n'est pas prête, voilà les termes qui ont été utilisés. En 2012, Hollande revient au pouvoir, on ne reparle pas encore du droit de vote. Et
toutes les campagnes électorales se font sur notre dos. On agite le chiffon rouge. Un jour, c'est les chômeurs, trop d'immigrés. Un jour, c'est la délinquance. Un jour, on nous rebalance la sécurité. Un jour, on nous balance les musulmans terroristes, etc. Et donc, ils jouent avec nous au ping-pong, okay, depuis 30 ans. Mais les réalités n'ont pas changé. Je m'arrête là.